Bonjour et bienvenue. J'ai parlé de la légende arthurienne, mais je devrais dire les légendes arthuriennes. Il en existe énormément de versions. Pour commencer, je vous invite à comparer ce que je vous ai présenté, donc la généalogie d'Arthur, avec celle proposée par Marion Zimmer Bradley dans son ouvrage The Mist of Avalon. Si je prends la version proposée par Marion Bradley, on voit que la généalogie d'Arthur est plus compliquée et plus tordue. On voit par exemple que Guenièvre a un frère, Méléagant, qui l'enlève et la viole avant que Lancelot ne vienne la secourir. On voit qu'Arthur et Lancelot, je dis bien, Arthur et Lancelot ont une liaison. Bref, on est loin de la gentille version édulcorée où il suffit de résister à l'envie de boire un coup pour être pur. Il est même probable que dans les plus anciennes versions, les histoires de viol, d'inceste et d'adultère vont encore plus loin. Dans certaines tribus celtes, qui avaient le sens pratique, l'héritier du roi ou du chef n'était pas le fils de la reine, mais celui de la plus âgée des sœurs du roi. En effet, la sœur du roi, on est sûr qu'elle a le même sang que le roi puisqu'ils ont la même mère. La succession est matrilinéaire, tout simplement parce que le christianisme ne s'est pas encore imposé. Il était d'usage, quand on recevait un hôte important, de lui offrir la meilleure part du repas, la meilleure chambre pour la nuit et la femme du chef pour agrémenter la nuit. Parfois accompagnée du chef, comme le suggère l'existence d'une éventuelle liaison entre Arthur et Lancelot. Et regardez comme c'est adroit. Quelle que soit la version dans laquelle vous vous trouvez, l'héritier légitime d'Arthur est Mordred. Soit parce qu'il est le fils d'Arthur, donc le fils du roi, soit parce qu'il est le fils de Morgane, donc la plus âgée des sœurs du roi. Alors, parmi les adaptations de la légende, il y a The Mist of Avalon dont je viens de parler, qui est une version assez intéressante parce qu'elle raconte l'histoire de la table ronde du point de vue des femmes. D'habitude, on parle des chevaliers de la table ronde. Là, c'est raconté du point de vue des femmes, avec comme narratrice Morgane, qui d'habitude est considérée comme la grande méchante. Dans cette version, ce sont bien évidemment les chrétiens, les méchants, puisqu'ils sont totalement intolérants et veulent imposer un dieu unique en rejetant tout ce qui n'est pas leur dieu. On a aussi le roman de Bernard Cornwell, The Winter King, qui tente de retracer une version historiquement crédible, c'est-à-dire purger des éléments magiques de Merlin l'Enchanteur ou Morgane la Fée, en inventant un Arthur compatible avec le monde réel. On a enfin tout un tas d'adaptations plus ou moins directes et plus ou moins crédibles. Citons d'abord le roman de Mark Twain, A Connecticut Yankee at King Arthur's Court, qui fait le récit du voyage dans le passé, ou du rêve, d'un mécanicien américain qui atterrit à la cour du roi Arthur, où il devient le rival de Merlin, réduit à la figure d'un prestidigitateur ou charlatan, ce personnage finit par devenir dictateur. Mark Twain étant un des écrivains les plus influents de son temps, ce texte joue un rôle dans l'importation de la légende aux États-Unis, où Arthur va symboliser un mythe de société idéale et égalitaire, donc démocratique. Le Yankee en question s'appelle Hank Morgan, ce qui est clairement une référence à J.P. Morgan, un des plus grands capitaines d'industrie de l'époque, ce qui ouvre la voie à une lecture du roman à plusieurs niveaux. En tout cas, le mythe arthurien va poursuivre sa propre évolution aux États-Unis. La Maison Blanche de JFK, par exemple, était souvent comparée à la cour de Camelot. Citons aussi les séries de romans de Stephen Lowhead et Rosalind Miles, qui sont très intéressants. Enfin, il y a les adaptations cinéma et télévision, à commencer par le très classique Knights of the Round Table, avec Robert Taylor et Ava Gardner, en passant par l'incontournable Disney, The Sword in the Stone. Notez au passage que le titre anglais fait bien référence directement au rocher, alors que l'épée est plantée dans une enclume. Alors certaines versions parlent effectivement d'une enclume, pour des raisons que j'ai jamais vraiment réussi à comprendre. On a le film Excalibur, assez fidèle à la version canonique de Malory. First Night, que personnellement je trouve très raté, malgré la présence de Sean Connery, et bien d'autres. Je dirais juste un mot du film King Arthur avec Clive Owen et Keira Knightley, qui fait étrangement d'Arthur et de ses chevaliers des mercenaires sarmates, c'est-à-dire germaniques, au service de l'Empire romain.
Le personnage est tellement déconstruit qu'on a en fait affaire à un Arthur Ikea. Et on peut aller jusqu'à la version comique des Monty Python, Monty Python and the Holy Grail, et même la série Camelot, qui toutes deux sont bien plus documentées et bien plus sérieuses qu'il n'y paraît. Mais il y a aussi des adaptations moins explicites et moins directes de la légende. Je pense notamment au Seigneur des Anneaux et à Star Wars. Ce n'est pas moi qui le dis. Tolkien et Lucas ont tous les deux reconnu, voire revendiqué cet héritage à plusieurs reprises. The Lord of the Rings est une adaptation remaniée de la légende, avec l'épée Nasril, qui devient Anduril quand elle est reforgée. Là, on retrouve la symbolique de l'enclume. On y trouve une Fellowship of the Ring, qui rappelle la confrérie de la table ronde. Et le deuxième livre s'appelle The Return of the King, ce qui est très clairement une réponse au Coming of the King. Quant à Star Wars, un seul détail à titre d'exemple. Le nom de Han Solo fait penser à Lancelot. Mais il y a évidemment beaucoup plus que cela. Alors, il y a pléthore de sites qui étudient les différences entre la saga de Lucas et la légende, mais si vous mettez simplement en parallèle les images du film Excalibur et celles de l'Empire contre-attaque, sorties à quelques mois d'intervalle, les ressemblances sont assez frappantes, et probablement voulues. Voyez la couleur du sabre laser de Luke et celle de l'épée d'Arthur, le fantôme de Obi-Wan et celui de Merlin. Clairement, l'esthétique commune se fonde sur une légende commune. La liste n'est pas exhaustive, loin de là. On a même des Arthur dans le futur. Ici, vous voyez dans la série Babylon 5, dans la série Stargate SG1, car Arthur, je vous le rappelle, est destiné à revenir. Il y a même quelques individus en Angleterre qui prétendent être Arthur. Pour terminer, intéressons-nous aux effets de la légende dans l'histoire. De nombreux rois d'Angleterre, des vrais rois, ont revendiqué l'héritage d'Arthur. À commencer par Henri II, qui envahit l'Irlande. Il revendique ce territoire au nom de son ancêtre Arthur, qui y aurait déjà régné. C'est toujours plus présentable de réunifier un territoire que de le conquérir. Et Henri II va très à propos retrouver la tombe du fameux roi Arthur à Glastonbury. Édouard Ier, dont vous connaissez peut-être la réputation grâce au film Braveheart, a conquis le pays de Galles et envahi l'Écosse. On le surnomme Hammer of the Scots. Mais comme pour Henri II, conquérir ou envahir, c'est moins présentable que réunifier. Donc pour soigner son image, il a fort opportunément retrouvé la table ronde d'Arthur. Ça lui permet de prétendre restaurer un royaume glorieux, ce qui est plus acceptable qu'envahir un royaume indépendant. Cette table ronde est exposée au château de Winchester. Et si vous regardez bien la représentation d'Arthur, il ressemble très étrangement à Édouard. On a donc un roi qui s'appuie sur une légende pour légitimer sa politique. Un siècle plus tard, l'Angleterre est en pleine guerre civile, la guerre des 2 Roses. Le camp des Lancaster et celui des York s'affrontent. C'est une guerre où les mauvais coups pleuvent. Finalement, la paix est restaurée quand Henri VII, dernier prétendant Lancastre, épouse Élisabeth d'York, qui elle est la dernière prétendante York. Le pays est réunifié, la paix est censée régner, et ils décident d'appeler leur fils aîné, destiné à régner, Arthur. Un roi Arthur, c'est ce dont a besoin le pays après une longue période de chaos. Malheureusement, le Arthur en question meurt avant d'avoir eu le temps de monter sur le trône, et c'est son frère Henri VIII qui devient roi. Il fait ajouter sur la table ronde d'Édouard Ier une décoration centrale, la rose blanche des York et la rose rouge des Lancastre, superposées pour symboliser l'unité du pays. La légende a enfin beaucoup influencé l'art du XIXe siècle, où le romantique et le gothique se croisent. Les pré-raphaélites notamment se sont emparés du sujet. L'Empire britannique s'étend et on réutilise le bon vieil alibi de la réunification, on glorifie la grandeur d'une société idéale. On a un bon résumé de la vision qu'on avait alors de la légende arthurienne avec le tableau de James Archer, La mort d'Arthur. Tous les symboles de la légende sont présents. Merlin et Viviane en arrière-plan,
la barge qui va emmener le corps à Avalon, qui est l'île en haut à gauche, Igraine à la tête du roi gisant, Guenièvre avec un livre, qui ne peut être que la Bible, puisqu'elle est chrétienne, Anna ou Morgause au pied du roi, et Morgane, rousse comme les sorcières, qui regarde la scène du haut, avec un ange qui porte le Graal sur la droite et le dessin du dragon sur la tunique d'Arthur. C'est une synesthésie qui mélange des événements qui ne sont pas contemporains, puisque je vous rappelle que Merlin disparaît de la légende avant que le Graal ne fasse son apparition. Mais c'est avec ce genre de représentation que s'est forgé le sentiment d'unité nationale, essentiel à une époque où le Royaume-Uni est en construction. Paradoxalement, aux États-Unis, depuis la publication du roman de Mark Twain, A Connecticut Yankee at King Arthur's Court, la légende sert de point d'ancrage à une propagande sur la démocratie, sans mention au Royaume-Uni dont les États-Unis ont été une colonie. Comme à son origine, la légende sert donc à justifier tout et son contraire. Voilà pour cette présentation rapide de la légende arthurienne. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.